Alors bonjour à tout le monde, aujourd'hui nous allons commencer les script shell sous Unix. Alors en fait c'est quoi un script shell? C'est tout simplement un programme, d'accord, qu'on peut l'exécuter et réaliser un certain nombre de fonctionnalités. Donc un shell c'est quoi? Tout d'abord, c'est un programme qui sert d'interface en mode texte entre le noyau et l'utilisateur. Donc généralement le shell est un interpréteur de commandes et un langage de programmation. Donc le shell est une interface en mode texte dont le clavier est l'entrée et l'écran est la sortie. Alors, généralement, il n'y a pas seulement le shell, d'accord? Il y a plusieurs variantes pour le shell parce que là, il faut retenir que shell, c'est la racine, ça veut dire c'est la source. Ouais, on peut dire c'est l'origine. Alors ensuite, on a le C shell, le T shell, le K shell, et le Bourne Again shell et le Z shell. Donc, généralement, nous allons utiliser avec le Bourne Again Shell. D'accord? Alors, ça, ce sont tous des langages, mais ils ont presque les mêmes instructions, sauf quelques petites modifications entre ces langages. Ok. Alors, la première des choses que nous devrons faire, c'est quoi? C'est de faire un bonjour, bien un hello world. Hein? Un hello world, comment on peut le faire? Regardez. Alors, la première des choses. Alors, je vais aller créer tout d'abord un dossier. Donc, toujours dans ma racine. J'accède tout d'abord au bureau et je crée un dossier. mkdir scripts. D'accord? Entrée. Voilà. Je vois maintenant le dossier scripts déjà sur le bureau. Ensuite, je vais entrer à l'intérieur de scripts et je vais créer un fichier que je vais l'appeler exemple 1 et faites attention, hein, là on doit mettre l'extension sh, d'accord, exemple 1.sh. Pourquoi sh? Hein, pour dire que il s'agit d'un script shell. Entrée, d'accord. Alors maintenant je vais ouvrir le fichier script shell soit par nano ou bien par gedit, et moi je préfère gedit maintenant parce que je vois les couleurs des scripts, d'accord. Gedit exemple.sh. Voilà. Alors comme on a vu la dernière fois, j'ai ouvert l'éditeur, d'accord. Mais quand même moi, je voudrais pas faire ça. Je peux directement aller cliquer sur le fichier directement pour me laisser la main pour écrire quelque chose ici. Ou bien vous pouvez ouvrir un autre terminal. Donc l'essentiel est que je peux aller cliquer sur ce fichier. Donc la première des choses à faire, à écrire, c'est quoi? C'est ça. Regardez. Non, c'est pas ça le cours. Donc tout d'abord, il faut écrire dièse 1 point d'exclamation slash bin slash sh. Alors là, on n'écrit pas toujours sh. Bien sûr, ça dépend du langage de script que vous avez déjà choisi pour l'utilisateur en cours. D'accord? Si vous utilisez par défaut le langage bash, donc là, il faut écrire bash à la place de sh. Et pour écrire des commentaires, on écrit dièse tout simplement. Mais dièse avec point d'exclamation, cela signifie que tout ce qui suit va être un langage, bien en langage de script. Bien, pas n'importe quel langage, mais c'est le langage que vous avez spécifié ici. Ok.
Alors, j'ai dit, la première des choses, il faut écrire dièse. J'espère que je dois agrandir un petit peu la taille. Police et couleur. Et j'agrandis un petit peu la taille des textes. Ok, parfait. Donc, dièse, point d'exclamation, et vous mettez slash bin slash bash. Donc, bien sûr, vous connaissez maintenant ce fichier. Alors, ensuite, si vous voulez écrire un commentaire, vous pouvez tout simplement écrire ceci est un exemple. Ensuite, on peut commencer par tout d'abord la première instruction d'entrée de sortie qui est echo. Donc vous avez remarqué qu'il a colorié l'instruction echo. Et là, j'écris hello world. D'accord? Je pense qu'on a seulement 3 lignes à effectuer. Parfait. Maintenant, je peux enregistrer. Voilà. Mais pour exécuter, que dois-je faire? Je suis toujours à l'intérieur de script. Et à l'intérieur de script, si vous voyez, avec ls, je vois exemple 1.sh. D'accord? Alors maintenant, je dois mettre ./ hein, et écrire exemple 1.sh. D'accord? N'oubliez pas de mettre ./. Par la suite, je vais vous montrer comment éviter d'écrire même cette ./. Alors, je tape entrée. Mais regardez qu'est-ce qu'il a dit. Permission non accordée. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous voyez ls-l, exemple sh, vous allez voir que l'utilisateur propriétaire n'a pas le droit d'exécution. D'accord? Donc par défaut, je n'aurai jamais le droit par défaut. Le droit d'exécution. Je peux lire, je peux écrire, mais pour exécuter, non. Donc que dois-je faire maintenant? Tout simplement, j'appelle sudo chmod et je modifie le droit d'accès. Je mets pour moi 7 et pour les autres, je peux mettre 6 pour les membres de mon groupe et 4 pour les autres. Et sans oublier de mettre le nom de mon fichier après. D'accord? Il me demande le mot de passe. Entrée. Et voilà, ça marche. Maintenant, vous pouvez voir que je peux maintenant exécuter le fichier. Ok, je reviens maintenant vers l'instruction pour exécuter. Donc, j'écris tout simplement // suivi de nom de fichier. Entrée, voilà, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Hello World. D'accord? Alors, maintenant, si vous voulez bien, ne pas mettre /. Donc, en fait, pour exécuter le fichier, supposons que vous êtes à l'extérieur de script. Même si vous mettez exemple comme ça, /, ça ne s'exécute pas. Il vous dit que le fichier n'existe pas. Donc, il faut tout d'abord accéder au dossier script où on a l'exemple 1 et après, on peut exécuter. Donc, ça, c'est un problème. Donc, pourquoi ne pas exécuter le fichier à n'importe quel endroit, dans n'importe quel dossier? D'accord? Oui, Yassir, oui. Donc, regardez, pour permettre à l'utilisateur d'exécuter le fichier en écrivant seulement le nom de fichier.
Seulement, je répète, seulement le nom de fichier. Comment on peut faire ça? Alors, regardez. Tout d'abord, il y a une variable d'environnement qui s'appelle path. Alors, je vais afficher par echo cette variable. Clear pour recommencer. Alors, je mets echo $path. Qu'est-ce que vous avez? Ça, ce sont quoi? Ça, ce sont les variables d'environnement. Ça, pardon, ça, c'est la variable d'environnement path. Et dans la variable d'environnement path, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve plusieurs dossiers qui sont séparés par 2 points. D'accord? Je répète, ils sont séparés par 2 points. Alors, si vous voyez par exemple ce dossier, et vous mettez ls, ce dossier, qu'est-ce que vous allez trouver? Pardon, il faut mettre... qu'est-ce qu'il a fait? Donc, home user bin. Donc, j'ai mis ls. Ah. Impossible d'accéder à bin. Voilà, donc, parce que c'est un dossier protégé. Ah, pardon, ce n'est pas un dossier, plutôt. C'est un fichier. Alors aussi, il y a... donc, je peux aller voir directement ici. Vers le dossier ordinateur. Voilà, c'est ça. Donc, c'est directement /bin. Hein. C'est pas home. C'est pas home user bin. C'est directement /bin. Alors là, qu'est-ce que vous remarquez dans /bin? Il y a la commande echo. Il y a la commande grep. Il y a get facl. Aussi, il y a la commande ln, ls, voilà, ls, mkdir. Alors, vous allez remarquer que ici, on trouve nos commandes. D'accord? ps, rm, rmdir, setfacl, sed que nous allons voir aussi après. Voilà, donc il y a plusieurs, je répète, il y a plusieurs commandes que l'on peut les utiliser. Donc, pour utiliser directement notre fichier exemple1.sh, soit vous le copiez dans ce dossier, d'accord, ou bien ajouter le chemin script dans la variable d'environnement path. C'est-à-dire, quand on a affiché path, on a affiché plusieurs dossiers séparés par 2 points. Pourquoi ne pas avoir à la fin 2 points et puis avoir le chemin du dossier script? Et comme ça, le dossier script va être connu comme un dossier conteneur de commandes. Donc, comment je peux faire ça? Je peux tout simplement juste faire un exemple. Par exemple, si vous mettez echo, echo $path point voilà. Qu'est-ce que vous avez écrit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit path point 2 points. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est comme si on a ajouté cette chaîne. Alors maintenant, il ne faut pas mettre le point. D'accord? Il faut écrire directement. Donc on a pu ajouter 2 points. N'est-ce pas? Ensuite, si par exemple nous voulons directement écrire ici 2 points,
Toujours la même chose. Parfait. Maintenant, si ici on ajoute 2 points et juste à côté, j'utilise slash home slash user slash bureau et slash script. Entrée. Qu'est-ce que vous allez voir? C'est comme si on a ajouté quoi? Voilà, c'est ça. C'est comme si on a ajouté le dossier home, user, bureau, script. D'accord? Donc, gardez-vous ça. Et à la place de faire l'affichage, je mets tout simplement pat reçoit pat égale à tout ça. Maintenant, entrée. Qu'est-ce qu'il a dit? Aucun fichier au dossier de ce type. Alors, je vais appeler encore echo pat. Oh, aucun changement. Je recommence dès le départ. Alors, laissez-moi voir. Il a dit aucun fichier au dossier. Ah, pardon. J'ai fait copier-coller. Normalement, je dois enlever le dollar. Hein. Je dois enlever le dollar ici. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Ok, parfait. Maintenant, si on revient vers echo path, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver home, user, bureau et script. D'accord? Alors ici, soit vous utilisez les double quotes ou non, il n'y a pas de différence. Vous pouvez les mettre quand vous pouvez les mettre pas. Alors maintenant, je suis sur le bureau. J'exécute. J'exécute directement exemple 1.sh. Maintenant, il est connu. Je sors. Je suis maintenant dans le dossier personnel et je mets directement exemple 1.sh. Et ça marche, toujours ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a ajouté le chemin du dossier des scripts dans la variable d'environnement path. Et donc, ici, qu'est-ce que vous remarquez? N'oubliez pas de mettre 2 points pour séparer. D'accord? Et c'est ça la commande. Ok. Maintenant, notre dossier du script est connu dans la variable d'environnement. Mais après le redémarrage, on va perdre le dossier de script. C'est pour cela il faut ici écrire export. D'accord? Pour que ce changement ne soit pas seulement dans cette session. Pour que ce changement soit toujours. Donc, même si j'arrête la machine et je réouvre, je garde toujours la même modification. Parfait. Ça, c'était un exemple simple. On va commencer maintenant avec une autre chose. Donc, je sais très bien que la plupart des étudiants trouvent des problèmes dans ce chapitre. C'est pour cela que je passe doucement. Voilà. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, ici, on peut afficher le path. Et on peut ajouter la commande export path reçoit $path 2 points et on écrit $home. Donc $home c'est quoi en fait? C'est tout simplement le dossier personnel.
de l'utilisateur en cours. Donc c'est aussi une variable. Donc je peux écrire ici echo $home. Et je vois /home/user. Toujours home et affiche le dossier personnel de l'utilisateur en cours. OK. Donc pour une variable globale, ça veut dire pour que la modification soit connue partout. Alors il y a aussi quelques variables. On peut même voir la variable user. Echo $user. Et voilà, vous voyez le nom de l'utilisateur connecté en ce moment. En outre, je peux utiliser les variables. Donc à la place d'écrire ici echo message, je vais tout simplement déclarer une variable message qui reçoit hello world. Voilà. Et à la place d'afficher hello world, j'affiche message. Mais regardez maintenant. Alors, où on met le dollar? C'est toujours ici. Alors, le dollar maintenant signifie quoi? Ou bien, quand est-ce que je mets dollar et quand est-ce que je ne le mets pas? Alors, si vous voulez affecter une variable, pardon, une valeur à une variable, on ne met pas de dollar. Mais si vous voulez renvoyer la valeur d'une variable, c'est là où on utilise le dollar. Donc, dollar ne se met que si vous voulez récupérer la valeur d'une variable. Je répète, le dollar ne se fait que si vous voulez récupérer la valeur d'une variable, soit avec echo, ou bien dans une expression mathématique ou quelque chose comme ça. D'accord? Voilà, donc c'est pas la peine d'exécuter, on passe rapidement vers une autre chose. Alors, pour les types de données, le shell ne se soucie pas des types de variables. Ils peuvent stocker les chaînes, les entiers, les nombres réels, tout ce que vous voulez. Donc ici, comme vous avez remarqué, il n'y a pas de problème de typage. Ça veut dire on ne déclare pas une variable avec un type entier, réel ou quelque chose comme ça. Directement, la variable prend le type de la valeur affectée. Alors, les cotes. Il est possible d'utiliser les cotes pour délimiter un paramètre contenant les espaces. Donc, il existe trois types de cotes. Les simples cotes, les guillemets, bien les doubles cotes, et aussi les accents graves ou bien les backcotes. On les appelle des backcotes, comme ça. Alors, elles sont faites par AltGr plus 7. Donc, AltGr 7. Sur, bien sûr, un clavier AZERTY français. Donc, bien sûr, selon le type de code que vous utilisez, la réaction de Bash ne sera pas la même. Donc, maintenant, nous allons voir qu'il y a une différence entre les simples codes, les doubles codes et les backcodes. Un exemple simple avec simple code. Message, bonjour tout le monde. Echo, le message est ça. D'accord, je vais faire ça réellement. Bonjour tout le monde. D'accord? Alors, echo, je peux écrire ici le message et j'écris, puisque je veux récupérer la valeur de message,
je mets mes messages. Alors, bonjour à tout le monde. Le message est message. Alors, j'exécute maintenant. Exemple 1 SH. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a écrit? Le message est bonjour à tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il a récupéré la valeur de message. Maintenant, nous allons faire la même chose avec les simple quotes. Alors, avec les simple quotes, qu'est-ce qu'on voit? $message. Donc, la différence maintenant entre les simple quotes et les double quotes. Alors, les simple quotes, avec les simple quotes, on peut interpréter les variables qui se trouvent à l'intérieur. Donc, s'il y a une variable à l'intérieur, à la place de l'afficher tel qu'elle est, on affiche son contenu. Mais avec les simple quotes, on affiche la phrase telle qu'elle est. Même s'il y a une variable à l'intérieur, on affiche son nom, le nom de la variable, tout simplement, comme on a vu ici. Avec simple quotes, on voit ici $message, et avec double quotes, on voit la valeur de message. Alors, on continue toujours. Bon, je peux fermer ça. Voilà, c'est l'exemple qu'on vient de faire tout à l'heure. Et maintenant, pour les backcodes. C'est quoi le comportement des backcodes? Donc, c'est un peu particulier. Les backcodes demandent au batch d'exécuter ce qui se trouve à l'intérieur. D'accord? Alors, vous savez bien c'est quoi PWD? C'est la commande print working directory. Donc, ça veut dire la commande qui permet de voir l'emplacement où on travaille maintenant. Ça veut dire, nous, on travaille sur tilde ou bien le dossier personnel. Alors maintenant, je mets la variable commande, d'accord, reçoit altgr7, et entre ces deux, je mets une commande, pwd par exemple. D'accord? Regardez que la commande a été bien reconnue. Ok. Là, avec echo, je fais quoi? Hein? Comme cet exemple montre, bien sûr, vous êtes dans le dossier et j'écris commande. Alors, avec les double quotes, on peut récupérer la valeur de la variable. Mais si la valeur de la variable n'est plus une chaîne de caractères, mais plutôt une commande, vous avez deux choix. Soit vous faites comme ça, pwd, et ça sera une simple chaîne. Et ce que vous allez écrire ici, c'est tout simplement, vous êtes dans le dossier pwd. D'accord? Ou bien, vous mettez les backcodes, et dans ce cas, vous voyez le résultat de la commande. D'accord? Aussi, vous pouvez mettre comme ça, par exemple, liste des fichiers. À la place de pwd, je vais mettre ls. Voilà, qu'est-ce que vous remarquez?
bin, bureau, document, DOS, fichier 1, fichier 2. Voilà, tout ça, ce sont les fichiers qui se trouvent hein, dans le dossier courant. Voilà, on a compris maintenant quel est le rôle des backcodes. Alors, ensuite, on peut utiliser le résultat d'une commande comme suite. Alors, vous avez une commande. Donc, à la place d'afficher une commande, j'aimerais bien la récupérer son résultat. D'accord? Alors, par exemple, ici, on a exécuté cette commande et on a affiché une liste de fichiers. Supposons que je voudrais bien afficher la liste des fichiers et par la suite les afficher. Alors, je peux écrire ici list files reçoit et tout simplement je mets $ entre parenthèses. Voilà. Ici, comme le montre l'exemple suivant, là je peux mettre ls. Et enfin, je peux écrire ici list files. Donc on exécute cette commande. Le résultat de cette commande sera enregistré dans cette variable. Et finalement, on affiche cette variable. Voilà, toujours le même résultat. D'accord? Ensuite, alors, pour ne pas oublier, vous aurez par la suite un contrôle de test. D'accord? Enfin, c'est pas aujourd'hui, hein. Quand on va terminer ce chapitre, on va faire le contrôle de test. Ok, alors je vais continuer toujours. Alors là, on peut aussi utiliser les paramètres, ou bien les arguments. On peut dire des arguments. Est-ce qu'il y a une question? Ah, pourquoi ls entre parenthèses? Alors regardez, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Voilà. Parce que ls n'est pas une variable. ls est une commande. D'accord? Je répète. ls est une commande, n'est pas une variable. Alors, on peut faire un autre exemple. Si par exemple, vous avez mis comme ça. Est-ce qu'on aura le même résultat? Oui, toujours le même résultat. Donc, vous avez deux choix. Soit vous utilisez les backcodes, ou bien vous utilisez $ entre parenthèses ls. Alors, toute commande située à l'intérieur des parenthèses sera interprétée. Et son résultat sera récupéré par $. Et bien sûr, le résultat récupéré par $, va être stocké dans listFile. Alors, je reviens aux arguments. Alors, parfois, à l'intérieur de notre script, nous voulons récupérer une variable. D'accord? Alors, cette variable, il est soit un argument, soit le nombre d'arguments, soit le nom de script, ou bien une autre chose. Par exemple, on peut citer juste quelques noms. Alors, pour $étoile, c'est quoi? Ça, c'est une variable. D'accord? Faites attention. $étoile, c'est une variable qui contient tous les arguments passés à la fonction. D'accord? Alors, je vais faire un exemple. Directement echo $étoile. D'accord?
Alors, je peux faire ici un écho. Non, rien. Ah, ça y est, directement. Clear. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a vu? Rien. Parce que cette variable est vide. Mais sinon, si vous mettez, par exemple, juste à côté, vous mettez, par exemple, 1, vous allez voir 1. Si vous mettez 1, espace 2, vous allez voir 1, 2. Encore 1, 2, 3. 1, 2, 3. On ne met pas toujours des nombres. On peut, par exemple, mettre ici Amin. Sami. Voilà. Donc, finalement, que contient $étoile? Il contient tous les arguments de notre script. D'accord? Encore. $dièse. $dièse contient le nombre d'arguments. Donc, je peux ici écrire tous les arguments. Et là, j'écris, je peux même faire comme ça, double 1. Voilà. Et là, je mets écho nombre des arguments. Et je mets quoi? Je mets $dièse pour voir le nombre des arguments. Voilà, Amin, Sami. Et je vois le nombre des arguments. Le nombre d'arguments égale à 2. Voilà. Nombre d'arguments égale à 2. D'accord? Ensuite, nous allons voir une autre chose. Point d'interrogation. Il contient le code de retour de la dernière opération. D'accord? Contient le code de retour de la dernière opération. C'est-à-dire, si l'opération a été bien passée, on renvoie un code, je pense que c'est 0. Oui, c'est 0. Sinon, on renvoie une erreur. Donc, généralement, ça c'est rarement utilisé, mais on va utiliser par la suite dans un exemple. Alors, le $0 contient le nom du script. Écho le nom du script. Dollar. J'ai mis quoi? C'est le nom de script, c'est ça. C'est $0. Ok. Maintenant, voilà, c'est ça le nom du script. Ou bien le chemin. Alors ensuite, on passe vers les autres. $n. Donc ça contient les arguments. Donc il faut juste remplacer n par le numéro de l'argument. Et pour point d'exclamation, contient le PID de la dernière commande lancée. D'accord? Alors ça c'est lorsqu'il y a plusieurs commandes lancées, toujours le point d'exclamation contient le process ID de la dernière commande lancée. Alors je vais tout d'abord voir écho premier argument et je mets $1. Voilà, il affiche Amin. Vous voyez? Et si vous voulez le deuxième argument, il faut mettre 2.
Et comme ça, on peut récupérer tous les arguments passés en paramètres. D'accord? Voilà, ça c'est un exemple. Alors, on va passer maintenant au tableau. D'accord? Alors, regardez, un exemple de tableau qui contient deux noms, Mohamed et Fatima Zahra. D'accord? Et on affiche les éléments d'un tableau par la méthode suivante. Dollar entre accolade, tab 0. Et toujours entre accolades pour les tableaux, ou bien pour les éléments du tableau. Mais pour l'affectation, bien sûr, on ne met pas de dollar. D'accord? On ne met pas de dollar. Ok. Regardez, je vais refaire cet exemple. Alors, je mets par exemple tab. Alors, attention, je ne mets pas dollar tab. Ça, c'est faux. Si je voulais mettre comme ça c'est faux. Parce que dollar signifie renvoyer quelque chose. C'est pas affecter quelque chose. Donc, toujours, lorsque la variable se trouve à gauche, il ne faut jamais mettre $. Alors, tab, j'ai dit, il contient les données suivantes. Je vais mettre, par exemple, Ali et Mohamed Amin. D'accord? Donc, cela veut dire quoi ça? Cela veut dire que là, je possède deux éléments. Et je peux même mettre une fille ici. Seulement. Alors, maintenant, j'ai trois éléments. Écho. Là, je peux afficher, par exemple, Mohamed Amin. Comment je peux faire ça? Je dois récupérer tout d'abord. D'accord? Récupérer quoi? Tab. Mais attention, tab contient trois éléments. Donc, je dois récupérer quoi? Le deuxième. Alors, ici, on commence par 0 pour récupérer le premier. Donc, pour récupérer le deuxième, ça sera entre crochet A. D'accord? Entre crochet A. Mais il y a un petit problème. Alors, est-ce que dollar va être appliqué à tab ou bien à tab entre crochet A? S'il est appliqué à tab, non, c'est faux. Ça ne marche pas. Non? Vous pouvez voir le résultat. Regardez qu'est-ce qu'il a renvoyé. Il a renvoyé Ali, Mohamed Amin et Selma. Et après, il a ajouté entre crochets 1. Et ça, c'est normal. Il récupère tab. Et tab, c'est quoi? C'est tout ça. Et ensuite, il ajoute un entre crochets 1. Pour dire appliquer dollar, ou bien appliquer la récupération pour tout cela, on met ça entre double accolade. Et voilà. Pardon, je dois pas mettre les Amin et Sami tout d'abord. Voilà. Voilà. Echo, on met dollar, soit tab 0, entre crochet 0, ou bien tab 1, ou bien quelque chose comme ça. Ok. Désolé, j'ai mis des virgules. Ça, c'est dans un autre langage de programmation. Alors, on met seulement des espaces. Hein. D'accord? Toujours, on sépare par les espaces. Alors, j'enregistre et je récupère. D'abord, je mets clear pour mieux voir les choses. Voilà. Et je mets exemple 1 SH. Voilà, j'ai vu Mohamed Amin. Si vous mettez 2, vous allez récupérer Selma. Alors, c'est comme ça, on manipule les tables. Aussi, vous pouvez aller vers ça. Donc, j'affiche le 1, de l'indice 1 qui est Mohamed Amin. Et ensuite, pour affecter, donc je peux utiliser tout simplement tab entre crochets
1 et donner un autre nom, Mohamed Rida. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a vu? Mohamed Amin, parce qu'on a fait écho avant la modification. Par la suite, je vais refaire la même instruction après la modification. Voilà, Mohamed Amin avant la modification et après la modification, on voit Mohamed Rida. Toujours de la même façon, on continue. Alors, maintenant, pour compter le nombre d'éléments du tableau, il y a deux instructions. On choisit une seule. On peut choisir dièse, tab, entre crochets, étoile. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Écho. Nombre d'éléments. Et là, je peux ajouter même à l'intérieur, parce qu'il y a des doubles cotes, aucun problème. Je peux mettre c'est le nombre d'éléments, c'est ça. Donc dollar ici, et je mets dièse, tab, et entre crochets, pour ne pas spécifier quel élément, je mets étoile. Donc c'est ça la commande, ou bien c'est ça la méthode pour récupérer le nombre d'éléments dans un tableau. Et voilà, je vois le nombre d'éléments 3. Alors aussi, pour afficher un élément, c'est clair qu'on fait directement l'indice. Pour afficher tous les éléments, on met tout simplement tab arrobas. Voilà, donc je peux mettre ici tab arrobas. Voilà, ou bien table étoile. Je peux mettre ici table arrobas ou bien table étoile. Voilà, toujours on donne le même résultat. Encore. Donc on peut utiliser une boucle for et qu'on va voir par la suite, d'accord, pour les voir d'une façon verticale. Donc on va voir par la suite les boucles. Alors maintenant, les arguments en ligne de commande, voilà, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais faites attention, si vous voulez mettre un argument avec espace, par exemple ici Mohamed Fatim Zahra, donc il va considérer que Mohamed c'est le premier argument et Fatima deuxième et Zahra c'est le troisième. Pour dire que Fatima Zahra est le deuxième paramètre, il faut la mettre entre double cotes. Alors, on va passer maintenant au test. Alors, pour tester, il faut utiliser, et là c'est appliqué sur les fichiers. D'accord? On applique les tests sur normalement les fichiers. Et on a tout d'abord le test d'existence. Le test d'existence avec -e, fichier, qui renvoie 0 si le fichier existe. D'accord? -d, fichier, qui renvoie 0 si le fichier est un répertoire. Ça veut dire il existe, oui, mais il est un répertoire. C'est un répertoire. Aussi, là, donc -f, si le fichier est un fichier normal. -w, si le fichier existe, oui, et il est en écriture. Ça veut dire on a le droit d'écrire. -x, s'il existe, on a le droit d'exécuter. Et pour comparer l'ancienneté de deux fichiers, F1
moins NTF2 renvoie 0, CF1 est plus récent que F2. Et F1 older than, c'est newer than, et ça c'est older than. Si renvoie 0, si F1 est plus vieux que F2. Voilà, on va tester cet exemple-là. Alors, pour tester, on utilise la commande test. D'accord? La commande test qui renvoie soit vrai, soit faux. Alors, on voudrait faire quoi? Je répète, tester l'existence d'un fichier avec test-f. Alors, on écrit test-f $1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque je vais écrire exemple SH, exemple 1 SH, donc je dois écrire un chemin. Hein, juste à côté, c'est ce qui va être considéré comme premier argument. Et je prends le chemin que je vais écrire ici après, et je vais tester son existence. Est-ce qu'il s'agit bien d'un fichier ou non? Tout d'abord, je vais tester juste l'exécution, juste l'existence. Et finalement, j'affiche quoi? Point d'interrogation, qui affiche bien le résultat de la dernière commande. Qui affiche bien le résultat de ça. Ok? Alors, je vais exécuter. Je suis toujours où? Donc, j'accède au bureau tout d'abord pour voir les fichiers. Voilà, qui sont devant moi. Alors, je vais exécuter la commande exemple 1 avec le chemin suivant. Le chemin $home / bureau / c'est quoi $home? C'est le chemin personnel. Et ça, c'est une variable d'environnement. Alors, bureau, et je vais vérifier, donc, exercice 1. Voilà. C'est ce que je devrais faire. Alors, renvoyer, cela renvoie 0. Oui. Et comme on a déjà dit que si cela renvoie 0, ça veut dire que le fichier existe. Maintenant, je vais écrire un fichier qui n'existe pas. Il va renvoyer 1. D'accord? Alors ensuite, à la place de test-f comme ça, je peux l'écrire autrement. D'accord? À la place de test-f, j'écris tout simplement entre crochets -f $1. Alors, c'est-à-dire, à la place d'écrire test, je mets entre crochets, mais n'oublie pas de mettre un espace. Hein. Ici, il y a un espace. Aussi, après $1 espace, avant de fermer les crochets. Donc, on ne met jamais les crochets collés ou bien attachés aux éléments qui se trouvent à l'intérieur. D'accord. Exemple, donc cela renvoie 1, mais avec fichier 1, cela doit renvoyer 0. Donc soit vous utilisez test, ou bien entre crochets, et là je vous recommande entre crochets. Alors n'oubliez pas les espaces de bord ici. Alors maintenant, on va commencer les opérations de comparaison. C'est-à-dire, vous avez ici deux syntaxes. C'est quoi entre crochets? Entre crochets veut dire qu'on a un test. D'accord? Et cela renvoie toujours 0 si $A est strictement inférieur à 5. Alors on va faire les deux syntaxes pour comparer. On va garder toujours echo $. Alors,
dollar 1 moins lower than. Alors, c'est quoi LT? LT, c'est lower than. Et je mets, par exemple, 5. Voilà. Alors, je donne tout d'abord un premier paramètre. Maintenant, c'est plus un chemin. Je donne une valeur, par exemple, 3. Est-ce que cette instruction est vraie? Est-ce que cette commande est vraie? Est-ce que vraiment $1 qui est 3, est-ce que c'est vraiment inférieur à 5? Si c'est vrai, on renvoie 0. Et voilà, vous voyez qu'on a bien renvoyé 0. Maintenant, si on met 7, on va renvoyer 1, qui signifie bien que ça c'est faux. D'accord? Alors, de même, on peut utiliser les doubles parenthèses. Alors, avec les doubles parenthèses, on écrit seulement le signe. Voilà, comme ça, directement, avec double parenthèse. On renvoie 1 avec 7, et avec 3, on renvoie 0. Donc, parfait. Donc, tout marche bien. Alors, désormais, on peut utiliser les doubles parenthèses. Mais attention, les doubles parenthèses, normalement, ne sont utilisées que pour les comparaisons. D'accord? Seulement pour les comparaisons. Si vous voulez utiliser le test de fichier, non, ça ne marche pas. Donc, ça ne marche pas parce que il y a ici des instructions, bien des options différentes. Mais j'ai dit avec les doubles parenthèses, c'est seulement à la place des comparaisons qui sont déjà connues. D'accord. Je répète, pour la différence, c'est point d'exclamation égal. C'est comme les autres langages de programmation. C'est comme le langage C. Alors, voilà, c'est ça l'exemple qu'on vient de faire. Ici, un autre exemple. Alors, on passe maintenant aux opérateurs logiques. Alors, le 2 AND, c'est pour le et logique. Les doubles barres verticales, c'est pour le ou logique. D'accord? Alors, regardez, je vais faire un test. Alors maintenant, comment je peux faire ce test? Regardez cet exemple. Alors en fait, il y a tout d'abord deux syntaxes, soit avec et ou bien avec ou. On met ici la première commande et là, on met la deuxième commande. Alors avec les deux AND, la deuxième commande est exécutée, là, je parle de la commande 2, est exécutée uniquement si la première commande renvoie un code vrai. Cela veut dire que si la première commande renvoie un code false, ça veut dire qu'il n'exécute pas, donc c'est false, c'est pas la peine de continuer. Parce que automatiquement le résultat sera faux. Donc l'expression globale est vraie si les deux commandes renvoient vrai. Et pour le ou, la deuxième commande est exécutée uniquement si la première commande renvoie un code faux. D'accord? L'expression globale est fausse si les deux commandes renvoient faux. Généralement, c'est comme les tests dans une condition if. Et on va même voir ces tests dans une condition if. Alors regardez, on pourra faire un exemple. Alors,
avec les crochets pour vérifier l'existence. Comment faire? Donc je vais tout d'abord mettre les crochets, 2 espaces, et à l'intérieur, je dois mettre $1 moins F. Ça veut dire, est-ce qu'il s'agit d'un fichier, bien d'un fichier. Voilà, pardon, c'est faux. C'est moins F $1. Et là, je mets int et je mets echo, le fichier existe. Voilà. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie, normalement, lorsque le fichier existe vraiment, cette expression renvoie 0. Et si cela renvoie 0, on ne va pas afficher fichier existe. Ce qui fait, il faut mettre ici point d'exclamation qui signifie la négation. Ça veut dire si le fichier n'existe pas. Si le fichier n'existe pas, on renvoie 0. Mais si bien sûr il existe, on renvoie 1 et donc on affiche le fichier existe. Voilà, donc ici le fichier existe. Qu'est-ce qu'on affiche? Mais non, donc le fichier existe, exercice 1. On est toujours sur le bureau. Si je tape un fichier qui n'existe pas. Ah, donc je pense que c'est le contraire. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Oui, c'est le contraire. Mais non. Donc si le fichier de données au paramètre existe, alors moins F $1 renvoie 0. Donc s'il existe. Donc, point d'exclamation, moins F renvoie 1. Donc voilà, c'est ça. Donc par conséquent, la commande echo est exécutée. Parce que normalement, on a dit que lorsque ça passe, il faut faire passer cette instruction. Alors, désolé, je vais vérifier encore avec echo $, point d'interrogation. Si le fichier existe, on affiche 0. Voilà, donc le résultat de la dernière commande est 0. Mais quand même, on affiche echo, le fichier existe. D'accord, c'est pas grave. Donc même si, mais quand même, on va pas utiliser cette syntaxe par la suite parce qu'on va faire une autre syntaxe par la suite. Donc le fichier existe. Voilà. Ah oui, c'est ça. Et si c'est fichier inexistant, c'est le contraire de ce que je viens d'expliquer. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est juste. D'accord? Donc si cette commande passe bien, alors le fichier existe. Sinon, il n'existe pas. Sinon, on n'affiche rien. Alors ensuite, avec O, toujours la même chose. On doit faire le même exemple. Et si le fichier existe, inexistant, d'accord? Donc si cela passe, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher. Donc, je sais pas. Donc, généralement, on ne doit pas utiliser les
les double AND pour vérifier l'existence d'un fichier, d'accord? Bah, c'est juste un exemple pour vous montrer que quand est-ce qu'on affiche et quand est-ce qu'on n'affiche pas. Mais en fin de compte, on doit utiliser les if, d'accord, les if. Alors pour la combinaison maintenant des commandes AND et OR, on peut utiliser des choses comme ça. Donc on a ici une expression logique, AND, toute une expression logique qui contient à l'intérieur deux expressions logiques. D'accord? Et finalement, on peut afficher $. Alors, je vais aller directement vers les if. Mais avant, j'aimerais bien voir la syntaxe entre crochets. Entre double crochet, pas simple crochet. Donc, les conditions permettant tout ce qu'offre les conditions à simple crochet et plus. En revanche, ils ne sont pas compatibles avec SH. Donc, si vous utilisez les doubles crochets, cela ne va plus marcher avec SH. D'accord? Donc, il faut utiliser le bash, le langage bash. Ils prennent la forme suivante. Donc, on peut même utiliser le double crochet, j'ai dit. Et qu'est-ce qui est bien dans les doubles crochets? C'est des trucs comme ça. Hein? Regardez. Alors, on peut même utiliser les wildcards, ou bien les étoiles, on peut même les appeler des étoiles, comme en bash, ainsi que des expressions régulières. Donc, si vous utilisez les doubles crochets, ce que vous écrivez à l'intérieur n'est pas seulement des opérations de comparaison, ou bien des tests d'existence des fichiers. On peut même vérifier si une chaîne commence par un tel ou tel caractère, ou bien s'il contient une sous-chaîne, ou bien on peut même utiliser ce qu'on appelle des expressions régulières. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà une idée sur les expressions régulières. Donc vous allez les voir avec Madame Amjad, et s'il nous reste encore peu de temps, on pourra les voir dans notre cours. Alors, il y a encore la syntaxe expr. Et la syntaxe expr, normalement, ne marche qu'avec aussi les opérations logiques d'addition, les opérations arithmétiques, les opérations de comparaison. Donc, comment on peut faire ça? On écrit tout simplement expr comme expression, nombre 1, opérateur nombre 2. Et l'opérateur qui se trouve ici, soit plus, soit moins, soit étoile. Mais s'il vous plaît, regardez, avec l'étoile, hein, il faut mettre un anti-slash. Pourquoi? Parce que l'étoile est un caractère spécial connu dans Linux. Et en mettant anti-slash, c'est comme si vous dites à expr, ne pas considérer étoile comme un wildcard, mais vous le considérez comme une multiplication. De même pour les supérieurs, supérieur égal, inférieur, inférieur égal. D'accord? Mais finalement, vous allez remarquer qu'on va souffrir avec expr. Toujours, il faut faire attention au caractère. Est-ce que c'est un caractère spécial ou non? Donc, ce qui fait, moi, sincèrement, je préfère pas utiliser expr. Hein? Mais par contre, il y a une autre méthode pour utiliser expr. Donc ici, regardez un exemple, NBR, NB3, expr NB plus 5, expr NB multiplié par 6. Regardez, on a utilisé l'anti-slash. Pour la division aussi. Pour le reste, ou bien le modulo. Et pour la soustraction. D'accord? Alors, pour récupérer le résultat dans une variable, il faut utiliser tout simplement les backcotes. Les backcotes comme l'habitude. Ou bien entre parenthèses $, bien $ entre parenthèses. Alors, ce que nous aimons toujours, ce sont les parenthèses.
Alors, la commande double parenthèse dispose de nombreux avantages par rapport à la commande express. Alors, il y a des opérateurs supplémentaires qu'on peut les utiliser. Alors, les arguments n'ont pas besoin d'être séparés par des espaces. Ce n'est pas comme ici. Alors, vous avez remarqué qu'avec expr, il faut toujours mettre un espace ici, un espace là. Espace, toujours, il faut séparer par des espaces. Par contre, avec les doubles parenthèses, on n'a pas besoin de faire la séparation avec des espaces. Donc, les variables n'ont pas besoin d'être préfixées par le symbole $. D'accord? C'est pas la peine de mettre $ au départ, au début des variables. Les caractères spéciaux du shell n'ont pas besoin d'être protégés par les anti-slash. Les affectations se font dans la commande et finalement son exécution est plus rapide. Voilà, donc désormais, je vous recommande d'utiliser seulement les doubles parenthèses. Alors par exemple, directement, NBR pur NBR2, c'est l'addition. Donc c'est comme les autres langages de programmation. Et encore, il y a d'autres opérateurs qu'on peut les utiliser dans des cas exceptionnels. Par exemple, ici, le tilde. Le tilde signifie le complément à 1. D'accord? Ça veut dire on inverse les... on ajoute à 1. Alors, pour les doubles flèches, c'est un décalage sur NBR de NBR2 bits à droite. D'accord? On a un nombre, hein, et on veut décaler son code binaire à 2 bits à droite. C'est-à-dire, c'est comme si on divise par 2. Donc c'est comme la division par 2. Ça, c'est comme la multiplication par 2. Le AND, c'est le I bit à bit. Le O bit à bit. Et le petit chapeau ici, c'est le O exclusif, bit à bit. La comparaison simple, elle est vraie si NBR est strictement supérieur à NB2, et ainsi de suite. C'est comme le langage de programmation C et C++. Aussi, point d'exclamation pour l'inverse, le moins pour l'opposé. Pour le regroupement, on met les parenthèses, hein, et ainsi de suite. Voilà un exemple. D'accord? Alors, ajouter 10 à NBR1, il y a deux méthodes différentes. Tout d'abord, vous avez le nombre 10, qui est égal à 10. Alors ici, vous pouvez effectuer l'opération suivante. NBR1 égale à NBR1 plus 10. Donc c'est très simple, sans se casser la tête. Encore, écho NBR1 pour afficher. Ou bien, une autre méthode, vous pouvez utiliser tout simplement NBR1 plus égal. Donc ça c'est très similaire au langage C. Aussi, on peut faire les opérations de comparaison d'une façon très simple. On affiche $, point d'interrogation, pour afficher le résultat de cette commande. Bien sûr, la dernière commande. Et voilà un bon exemple avec l'instruction if. Alors, if, qu'est-ce que vous remarquez? Double parenthèse pour l'expression. Et à l'intérieur, vous faites un AND. Ça veut dire si NBR1 est supérieur à 0, NBR2 supérieur à NBR1, on écrit NBR1 entre 0 et NBR2. Sinon, on écrit cette chose-là. Alors aussi, il y a la commande let's. Alors, vous allez aussi même voir la commande let's dans un autre langage comme JavaScript. Alors, let's, c'est tout simplement l'équivalent de entre parenthèses. Donc, on peut ici écrire let's entre double crochet, double cote, et on écrit la même chose qu'on écrit souvent entre double parenthèses. D'accord? Mais généralement, on utilise les doubles parenthèses.
Alors on va passer maintenant aux instructions if. Donc la commande if, hein, qu'est-ce qu'il permet de faire? Tout simplement, donc vous la connaissez sans trop tarder. Alors if, then, et à la fin on écrit fi. Hein, c'est pas end if et ce n'est pas point virgule. Donc toujours il faut fermer le if de départ. Et on écrit l'instruction. Si vous voulez écrire le else, on ajoute le else et n'oubliez pas de fermer le if. Toujours il faut fermer le if. Pour la troisième syntaxe, if condition, then instruction 1, elif. Alors elif c'est comme else if. Hein, c'est else if. Ça veut dire à la place d'écrire else if, on écrit elif. Condition 2, then instruction 2, else. Voilà un exemple. Un exemple de condition. Alors on va voir même, ça sera la dernière chose que l'on va voir aujourd'hui. Je vais utiliser une condition if. Je peux ici faire if. Alors maintenant, toujours les étudiants se posent la question, qu'est-ce qu'on doit écrire après if? Est-ce que c'est simple crochet, ou bien double crochet, ou bien expr, bien let, ou bien quoi? Vous avez le choix. Regardez ici, on a utilisé quoi? Les doubles crochets. Ensuite, il y aura des exemples où nous allons utiliser les doubles parenthèses. Voilà, je vais tester avec vous tous les cas. Alors, avec simple crochet, d'accord? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser $1 supérieur à 5? Alors, encore une autre remarque, lorsque vous écrivez if, il faut revenir à la ligne pour écrire then. Ou bien, vous mettez point virgule, then. D'accord? Moi, je vais revenir ici pour écrire then. Et là, j'écris écho supérieur à 5. Point virgule, else, écho supérieur à... non, c'est inférieur à 5. Hein, inférieur, désolé. Inférieur à 5. Et n'oubliez pas le fi. Alors, est-ce que cela va donner un résultat? Tout d'abord, je donne un nombre, $1. Je mets par exemple 3. Normalement, on attend à ce qu'il nous affiche inférieur à 5, n'est-ce pas? Entrée, et là, il nous a affiché supérieur à 5. Et même, si vous mettez 7, il affiche toujours supérieur à 5. Donc finalement, faites attention, il ne faut pas mettre les doubles crochets. Maintenant, si on met les doubles crochets, pourquoi les simples crochets? Non, parce qu'à l'intérieur des simples crochets, on ne met jamais les symboles comme ça, supérieur. Et plutôt, on met lower than. Supérieur, c'est greater than. On écrit comme ça. D'accord? Si je reviens par exemple ici et j'écris greater than GT, est-ce que cela va donner quelque chose? Supérieur à 5, inférieur à 5. Voilà. Vous voyez maintenant? Alors faites attention, avec les simples crochets, toujours, on n'écrit pas les symboles de comparaison mathématique. Mais à la place, on écrit moins GT ou bien moins LT, lower than ou bien greater than. Et pour O égal, on ajoute un E à la fin
pour dire O égale. Ok. Avec les doubles cotes, les doubles crochets, on vérifie même avec les doubles crochets. Inférieur à, supérieur à. Donc aucun problème. Tout passe bien. Et maintenant, avec les doubles parenthèses, j'ai dit c'est pas la peine de mettre les espaces. Je peux tout simplement écrire quelque chose comme ça. $1 supérieur à 5. Supérieur à, inférieur à. Donc parfait. Donc la condition passe parfaitement ici. Mais si vous voulez vérifier ici l'existence d'un fichier, est-ce qu'on va laisser les doubles parenthèses? Mais non. Les doubles parenthèses ne sont faites que pour les opérations logiques et mathématiques. Donc il ne faut pas ici vérifier l'existence d'un fichier. Alors, pour vérifier l'existence d'un fichier, il faut mettre comme ça. Moins F ou bien moins E, ça veut dire pour vérifier si le fichier existe ou non. Et on écrit $1 espace. D'accord? Ok, alors maintenant je vais revenir à l'ancienne commande où il y a un fichier. Désolé, je dois écrire ici file exist. Fichier existe, il ne reste que 2 minutes. Alors rapidement, fichier existant, ici, fichier inexistant. Voilà. Alors le fichier 1 existe déjà, donc on doit normalement voir fichier existe. Voilà. Et si on donne un fichier qui n'existe pas, par exemple 44, il nous écrit fichier inexistant. Alors une règle générale, si vous voulez utiliser if et vous voulez vérifier l'existence des fichiers, d'accord, vaut mieux d'utiliser les doubles crochets. D'accord? Si vous voulez comparer deux nombres, si vous voulez comparer deux nombres, là, il faut utiliser les doubles parenthèses parce que ce sont beaucoup plus faciles. J'ai une question pour vous, un défi, d'accord? Et je vais vous poser la question la séance prochaine. Bon, il faut forcément faire une recherche sur ça. Si je veux par exemple faire une combinaison, comme ça. And. Est-ce que j'ai le droit de faire une telle chose comme ça? $2 supérieur à 5. Donc j'ai deux paramètres. Un paramètre qui est le nom de fichier et le deuxième paramètre qui est un nombre quelconque. Est-ce que j'ai le droit de faire comme ça ou non? D'accord? Allez, ça c'est une question pour vous. Allez-y, au revoir. Donc à la séance prochaine.